Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, les perturbateurs endocriniens, malheureusement, et si vous êtes un peu là aujourd'hui pour l'entendre, c'est que vous avez entendu parler du problème, mais pas forcément de toute son étendue. Et en fait, c'est un très large problème. Et donc, en gros, on est en face d'un thème particulièrement important et j'ai marqué entre parenthèses presque partout dans notre environnement parce qu'on est face à des molécules qu'on retrouve dans tout notre environnement. Alors, le contexte général, c'est la pollution en général de notre planète, puisque parmi les perturbateurs endocriniens, on va trouver des molécules d'origine naturelle, mais beaucoup de molécules d'origine anthropique, donc générées, fabriquées par l'homme, dans un ensemble qui est interconnexion entre la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols. Et j'ai fait évidemment un petit à côté avec tout ce qui concerne nos aliments, nos objets du quotidien, nos vêtements, etc. Et dans ce contexte général, on a donc des interconnexions dans tout cet ensemble, ce qui crée déjà une première difficulté. Et on a une multi-exposition permanente à travers toute notre vie à ces mélanges de molécules, et en particulier sur les phases critiques de la vie sur lesquelles on va revenir plus tard. Et tout ça nous génère des effets biologiques, parmi lesquels la génotoxicité, du stress oxydant, j'en ai mis quelques-uns, hein, dont l'antibiorésistance et les perturbateurs endocriniens. Et donc, on est dans le contexte général de la pression anthropique planétaire de la pollution chimique. On parle beaucoup de la pression anthropique du climat. Ça, tout le monde a compris que ça n'avait pas de frontières, que c'était abominable, que c'était en pleine expansion. On ne parle pas souvent de la pollution chimique, et pourtant, c'est exactement de la même ampleur. Alors, les perturbateurs endocriniens, littéralement, c'est quand même assez facile, finalement, de se dire qu'est-ce que c'est. Un perturbateur endocrinien, c'est tout ce qui va perturber le fonctionnement d'un système endocrinien. Ça peut aller dans un bon sens ou dans un effet négatif. Bon, les définitions officielles sont un petit peu différentes. Le système endocrinien, pour un petit rappel, c'est tout l'ensemble très diversifié et complexe qui comprend les organes de production des hormones, les hormones elles-mêmes, la diffusion des hormones par le sang, les cibles sur lesquelles elles agissent et tous les systèmes de régulation. Donc c'est vraiment un ensemble extrêmement complexe et extrêmement important pour le fonctionnement de l'organisme. Donc on a déjà cette complexité chimique et cette complexité du système endocrinien. Et les hormones sont des molécules qui vont être des acteurs qui vont diffuser dans le corps pour aller déclencher une action. Et ces molécules agissent à des doses extrêmement faibles avec des affinités pour leurs récepteurs. Donc, on a là aussi un nouveau problème en plus du reste par rapport à la toxicologie classique, c'est l'action des très faibles doses. Et alors en plus, en toxicologie classique, vous avez une relation entre la concentration et l'effet qui en général est relativement linéaire. Plus vous augmentez la concentration, plus vous avez un effet. Et il se trouve que dans les perturbateurs endocriniens, on a parfois des effets qu'on appelle non monotones. Alors, ce n'est pas général pour tous les perturbateurs endocriniens, mais c'est quelque chose qu'on rencontre dans lesquels vous avez à un moment, dans la courbe de relation entre la concentration du contaminant et l'effet, vous avez un moment où l'effet diminue avant de repartir. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à faire un modèle qui prédise exactement à quelle concentration va avoir un effet plus ou moins important. Bon, ça, c'est un exemple sur un plastifiant. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas une généralité. Et puis, si les perturbateurs endocriniens agissent sur les mêmes cibles, alors on a un effet d'addition, puisqu'on a une additivité de 3 ou 4 molécules différentes qui vont agir sur la même cible et qui vont augmenter l'effet. Alors, on parle parfois aussi d'effets de synergie qui augmentent encore plus l'effet. Et puis alors, vous avez les perturbateurs endocriniens eux-mêmes, et puis même certains de leurs métabolites. Là, c'est l'exemple d'un pesticide dans lequel vous avez le fipronil lui-même, qui est le pesticide, qui a un effet perturbateur endocrinien, et un de ses produits de dégradation qui lui-même a un effet aussi. Donc là, ça veut dire qu'on augmente encore le nombre de molécules sur lesquelles on doit porter notre intérêt. Donc, les définitions officielles des perturbateurs endocriniens, c'est des substances naturelles ou synthétiques, exogènes, donc extérieures au corps, qui interfèrent avec tout le système de sécrétion, de transport, de liaison, de toutes les actions de l'hormone, responsables de tout le fonctionnement, développement du corps humain. Enfin, pas que humain, du corps en général. Et en plus, certains effets peuvent être perceptibles sur l'individu ou sa descendance.
Et donc, l'OMS a sorti une définition aussi qui est un peu similaire, substance ou mélange exogène qui altère les fonctions du système endocrinien et induisent des effets néfastes. Vous voyez, il y a le côté néfaste, hein, mais on peut avoir des perturbateurs endocriniens qui sont utilisés, par exemple la pilule contraceptive qui est utilisée pour un effet considéré comme bénéfique. Et alors, au niveau européen, alors, il y a une définition qui a été pondue après des années et des années et qui concerne que les pesticides et que dans les effets pour l'humain. Donc là, l'Europe, elle a encore des progrès à faire. Et donc, on est en face de tout ça. C'est-à-dire que dans notre environnement, on va trouver toutes ces familles de produits chimiques, parmi lesquelles, celles que j'ai entourées en rouge, on se trouve au sein de ces familles un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Donc, énorme diversité chimique avec une très grande liste d'agents à effet perturbateur endocrinien dans un ensemble qu'on appelle l'exposome, qui est qu'au cours de toute notre vie, voire même in utero, nous sommes exposés à énormément de choses et il faut essayer et c'est les progrès de la recherche qui sont en train de se développer dans ce thème-là, d'essayer de trouver qu'est-ce que toutes ces expositions sont susceptibles d'avoir comme effet sur notre santé. Alors, les grandes familles de perturbateurs endocriniens, ben, vous avez des bisphénols, hein, sont des produits issus de détergents ou utilisés dans des résines. Alors, c'est des plastifiants. Vous avez des phtalates, qui sont des plastifiants qu'on retrouve partout dans tout notre environnement plastique. Des dérivés phénoliques, des molécules perfluorées. Alors, on trouve beaucoup de molécules halogénées dans ces molécules. Les perfluorés, c'est des produits qu'on met sur les rideaux, sur les tapis ou sur les parapluies pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de ces produits. Donc, on en a partout autour de nous. Et puis, en plus, ces molécules sont extrêmement résistantes et elles ont la mauvaise idée de s'accumuler dans les lipides et dans les graisses. Donc, au fur et à mesure de la vie, en plus, on en accumule à l'intérieur de notre corps. Les polybromés, ils ont tous des bonnes intentions, hein. Les polybromés, c'est pour essayer de faire retarder les incendies sur des objets du quotidien, les ordinateurs, les rideaux, etc. Mais polybromés, quasiment indestructibles, et qui s'accumulent dans tout l'ensemble de la chaîne alimentaire de la planète. Dans les cosmétiques, on va trouver une série de produits, en particulier des biocides, et puis toute une série de pesticides. Donc, vous voyez, il n'y a pas un perturbateur endocrinien, il y a de multiples familles de perturbateurs endocriniens partout dans les usages autour de nous. Et donc, on va retrouver ces listes. Là, bon, j'ai pris un exemple dans un guide. On va retrouver toutes ces grandes familles avec les filtres UV, des bisphénols qui sont des plastifiants, des nonylphénols dérivés de détergents. Et on a tout ça qui est issu de la merveille de la chimie moderne qui nous a apporté des bienfaits considérables, mais qui a aussi des inconvénients. Et là, c'est un exemple de ce qui a été étudié dans une liste de je ne sais plus combien de molécules, 80 000 produits. On trouve 121 perturbateurs endocriniens reconnus, suspectés, trouvés dans toute une série de produits. Donc, ce n'est pas non plus tous les produits chimiques. Et donc, il faut toujours se garder de généraliser sur tout, quoi. Et là, c'est un exemple, rien que sur le bisphénol A, qui est un seul produit, l'ANSES avait fait toute une étude, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en montrant qu'on en trouvait dans les équipements médicaux, dans les ciments dentaires, dans les réseaux d'eau potable, dans les emballages de récipients. Enfin, il y en a dans beaucoup de choses. Et Yves, donc, oui, excusez-moi, on ne voit plus votre écran. Je ne sais mon pas écran, si c'est volontaire ou pas. mon écran, Pour ma Oui. part, je vois bien l'écran, Marie-Pierre. Oui, oui, moi aussi, je vois bien l'écran de M. Lévy. ah, mais vous me rassurez. Alors, moi, je ne le vois plus. Ah, OK. bon, réalertez-moi si ça ne va pas. Et donc, là, c'était les bonbonnes. Vous savez, ces grosses bonbonnes d'eau qu'on voit partout dans les bureaux, un peu partout, elles étaient en polycarbonate. Le polycarbonate contient du bisphénol et l'Agence de sécurité sanitaire avait fait des analyses il y a quelques années qui montraient, encadrées en rouge en bas, vous voyez des concentrations qui peuvent aller jusqu'à 4 microgrammes par litre à l'intérieur de l'eau de ces bonbonnes. Donc, aujourd'hui, on change le plastique de ces bonbonnes, mais pas toutes. Donc, c'est des exemples. Et puis, alors, tous ces mélanges de micropolluants se retrouvent à un moment dans nos égouts, puis ensuite dans notre environnement. Et ça, c'est des analyses que j'avais faites il y a pas mal d'années dans la Seine, de l'amont de Paris jusqu'à l'aval de Paris, avec ce qui s'appelle STEU, ce sont les stations d'épuration. Et on voyait qu'il y avait un niveau d'effet perturbateur endocrinien qui était assez faible, hein, en équivalent à moins de 1 nanogramme par litre d'une hormone, avec un effet un peu plus fort quelque part. Donc, ce n'était pas des choses énormes, mais un espèce de bruit de fond continu dont les études écotoxicologiques ont montré que ça pouvait avoir un effet sur la faune et la flore.
Et alors évidemment, dans les eaux usées, c'est encore pire. Là, on était autour de 5, 10 maximum dans des rivières. Là, on peut monter à plus de 300 dans des eaux usées, des eaux d'égout brutes avant qu'elles soient traitées. Donc, c'est un énorme enjeu et il y a une politique nationale, c'est-à-dire que la France a élaboré une stratégie nationale assez large dans laquelle j'ai rappelé ici un certain nombre d'éléments. Là, on est dans la stratégie 2019-2022 avec 3 grands enjeux qui étaient former et informer pour que chacun puisse agir en connaissance de cause, ce que nous faisons aujourd'hui, en particulier sensibiliser, informer les professionnels de santé, protéger l'environnement et les populations en recueillant un maximum de données, en essayant de protéger les écosystèmes, favoriser les substitutions. Alors, favoriser les substitutions, ça veut dire qu'il faut dire aux industriels de remplacer les produits à effet perturbateur endocrinien par d'autres. Mais si on n'impose pas les choses, c'est assez rare que ça se produise tout seul. Et améliorer des connaissances. Et puis à côté, on a aussi le plan national santé-environnement dans lequel s'intègre aussi ce problème des micropolluants, parmi lesquels certains ont un effet perturbateur endocrinien. Donc on a de la recherche publique et privée dans les laboratoires de recherche un peu partout, les agences sanitaires. Alors là, je parle de la France, mais c'est valable aussi au niveau européen. Et ce qu'il faut, c'est réussir à traduire ça en politique de réduction des risques. Et au niveau européen, ça progresse très, très lentement, quoi. Si je résume votre propos, professeur Lévy, nous sommes actuellement dans une situation où la prise de conscience vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens est faite, mais où on est encore en manque de données, manque d'identification d'effets précis, même si, comme la diapo que vous projetez le montre, on a pris conscience de l'impact médico-économique des perturbateurs endocriniens. Oui, disons que ça a démarré dans les années 90 avec des premières découvertes d'impact sur des animaux qui vivaient dans les eaux polluées. Et là, ça a été un peu la révélation, mais ça restait au niveau de la recherche scientifique. Puis assez rapidement, l'industrie chimique européenne, et puis pas qu'européenne, a tout de suite perçu qu'il y avait un vrai gros problème à cause de cette grande diversité d'effets, a investi beaucoup dans la recherche dans ce sujet, mais ça restait encore dans le domaine de la recherche scientifique. Et puis tout doucement, ça passe vers le réglementaire. Et comme en général, il faut toujours 15-20 ans avant que les choses commencent à bouger. C'est trop lent par rapport à un tel enjeu, mais ça a commencé tout doucement à se diffuser en fait en raison de l'importance. Et maintenant, le gros travail, c'est de faire en sorte que les autorités internationales commencent à être capables de trouver une stratégie de réduction. Et donc là, ce que vous voyez sur la diapo, c'est une équipe de recherche qui a essayé de faire une estimation du coût des perturbateurs endocriniens, coût général des impacts sur la santé des populations, avec des chiffres qui sont de l'ordre de 157 milliards d'euros en Europe et des chiffres encore plus gigantesques aux États-Unis. Donc dès qu'on commence à chiffrer tout ça, ça attire un peu plus l'oreille des décideurs. Et voilà, on a mis un peu plus de 15 ans, 20 ans, pour passer du stade de la découverte dans le laboratoire à une vraie préoccupation internationale qui n'est pas encore traduite par suffisamment d'impact pour réussir à réduire les expositions.